Les enfants issus de CSP-, peut-être, seraient davantage à l'aise dans des formations plus courtes ou dans des formations plutôt manuelles. Ça, c'est alimenté par la recherche, hein. On a énormément de travaux sur ce qu'on appelle les inégalités éducatives et quelquefois, on réduit un petit peu l'ambition en fonction du type d'élève que l'on a, devant soi. Ma coloration, c'était d'abord d'être enseignante sur un territoire. J'ai enseigné en Seine-Saint-Denis sur l'académie de Créteil, qui est une très belle académie. Ça n'est pas la même chose, par exemple, que de considérer qu'on est enseignant de mathématiques ou de français. Parce que dans la construction de son identité professionnelle, on met l'accent d'abord sur une discipline, là où moi j'ai toujours mis l'accent d'abord sur le métier dans sa vision beaucoup plus englobante, dans sa vision éducateur, au-delà de la discipline. Il y a un vrai sujet sur comment on apprend à s'orienter, et d'ailleurs comment on apprend à s'orienter tout au long de la vie. Et comment on apprend à rêver aussi. D'ailleurs, c'est un terme qui est employé dans le référentiel des compétences à s'orienter pour le lycée, qui est publié par l'ONICEP. Comment on apprend à rêver, à se projeter et à s'orienter tout au long de la vie. Bonjour et bienvenue sur ce podcast vidéo d'ambition publique avec Sarah El Motalib, qui est enseignante en économie-gestion, puis qui est devenue inspectrice d'académie dans cette discipline. On aborde vraiment un sujet qu'on n'a pas encore vu dans ce podcast, ou très peu, qui est l'enseignement, l'éducation nationale, premier employeur public de France. Voilà, j'espère que cet épisode vous plaira, vous donnera quelques ressources disponibles supplémentaires, vous replongera dans vos années d'enseignement quand vous étiez encore un écolier, un collégien ou un lycéen. Voilà, d'avoir cette approche un petit peu qu'est-ce qui se passe derrière, qu'est-ce que font nos professeurs. Et je vous laisse avec l'enregistrement qui se diffuse juste après le petit générique. Bonjour Sarah. Bonjour David. Merci d'être avec nous pour parler de ton parcours, de tes missions en tant qu'enseignante et inspectrice, et bien sûr des conseils que tu peux donner aux auditeurs. Petite info aux auditeurs d'ailleurs, désormais le podcast est disponible sur YouTube et sur Spotify en format vidéo. Donc si vous préférez les interviews filmées, je vous invite bien sûr à vous rendre sur Spotify ou YouTube. Et sans plus attendre, je te présente rapidement et ensuite on parle bien sûr de ton parcours, de tes motivations. Sarah El Motalib, après un baccalauréat technologique STMG, tu intègres la classe préparatoire aux grandes écoles de Alfred Nobel à Cergy en 2006, en prépa HEC, option économique, commerciale et technologique. Tu seras major du concours d'entrée à l'ENS Cachan, l'école normale supérieure de Cachan, où tu suivras les spécialités management, droit, économie et sciences de gestion. Et tu es notamment la première étudiante de filière technologique à intégrer l'école normale supérieure. Pendant ces 4 années, tu vas aussi suivre des formations complémentaires grâce aux nombreux doubles cursus permis, un master en économétrie et économie quantitative à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, un master en comptabilité et finance à l'université Paris-Dauphine PSL et un master en administration publique à Sciences Po, spécialité affaires publiques. À la sortie de l'ENS, sur le premier semestre 2010, tu feras un stage de 5 mois à la 5e chambre de la Cour des comptes et tu rejoins le privé en tant qu'auditrice supervision comptabilité au sein de PPA Audi pendant 2 ans et demi. En 2012, tu es chargé de mission emprunt toxique au sein de la Direction générale des finances publiques pendant un peu moins de 2 ans. Et à ce moment-là, tu te reconvertis, tu deviens enseignante en économie et gestion pour les filières technologiques à partir de septembre 2013 pendant 3 ans. Tu réussiras l'agrégation en 2015 et à partir de septembre 2016, tu es donc enseignante agrégée référente pour les BTS, les brevets techniciens supérieurs comptabilité et gestion pour l'Académie de Créteil, chargée d'enseignement de matières professionnelles. Pendant 6 ans, de 2016 à 2022, en plus des enseignements, tu seras notamment responsable des cordées de la réussite, le programme Bac-3, Bac+3, et référente de plusieurs dispositifs comme celui de la Fondation KPMG, programme Lycée de la réussite. Pendant l'été 2021, tu réussis le concours de personnel de direction, mais tu ne prends pas de poste à l'issue de ce concours, car tu souhaites en réalité t'orienter vers des missions d'inspection. Et c'est le poste que tu occupes aujourd'hui depuis 2021. Tu es inspectrice académique pédagogique régionale et tu appartiens à la discipline économie-gestion. Tu seras référente sur de nombreux sujets, notamment les cordées de la réussite et les conventions éducation prioritaire pour Sciences Po Paris. Et depuis la rentrée de septembre 2024, tu es vice-doyenne des inspecteurs académiques pédagogiques régionaux, qui est en réalité le poste que tu occupes aujourd'hui et qui est un petit peu différent du métier d'inspecteur. À côté de ça, tu as fondé l'association Les Pépites Publiques en 2020, qui promeut l'égal accès aux postes de direction et de dirigeants dans la fonction publique, entendu comme enjeu d'égalité des chances et de création de valeur.
Alors Sarah, quel est ton plus beau souvenir sur ton parcours personnel? Sur mon parcours personnel, une anecdote vraiment qui me tient à cœur et que je garde vraiment auprès de moi chaleureusement depuis de très nombreuses années, c'est, la rencontre d'un personnel qui est un agent, au sein du lycée où j'étais, élève, à l'époque, au sein d'une cité scolaire, au milieu d'une cité dortoir à Argenteuil. Et c'est une rencontre qui m'a permis finalement d'être là où je suis aujourd'hui parce que à l'époque, j'étais une élève qui n'aimait pas, l'école, au collège et au lycée, et je n'aimais pas les enseignants aussi, et j'avais un rapport à l'école qui était très conflictuel, et je n'avais pas obtenu de formation supérieure après le baccalauréat. Je ne savais pas quoi faire, et en sortant d'un échange avec la conseillère d'orientation, de l'époque, je tombe, sur un agent qui, nettoyait, les couloirs, donc un agent d'un lycée, qui, vient me voir et qui a cette expression comme ça qui me bouleverse en me disant: «Mais qu'est-ce qui se passe ma fille? Quel est le problème?» Et alors que je connais pas ce monsieur, et je lui explique que, je suis furieuse parce que, j'ai des très bonnes notes, même si j'ai des appréciations qui sont, pas terribles, hein, parce que élève insolente, absente, et cetera, et que je ne sais pas quoi faire parce que si je ne trouve pas d'école dans le supérieur, eh bien, je vais continuer de travailler dans les marchés, ce que je fais depuis que j'ai 12, 13 ans, et c'est tout ce que je ne veux pas, et je suis perdue après un entretien avec une conseillère d'orientation qui me dit en gros, «Faites une formation courte, dans le commerce, puisque vous avez déjà un pied dans le commerce, depuis que vous travaillez sur les marchés les week-ends, et ça ne me satisfait pas». Et il a ce discours vraiment, bienveillant, alors que je ne le connais pas, en me disant: «Écoute ma fille, tu vas aller au CIDJ à Paris». Et alors je note CIDJ, je ne connaissais pas, et j'y vais, voilà, sans ticket, hein, jusqu'à Paris pour expliquer auprès d'une conseillère à l'époque, mon parcours, mon profil, enfin qu'est-ce que je fais là? Et elle me dit: «Mais écoutez, vous pouvez absolument pas arrêter l'école. Au vu de vos notes et de votre histoire, je vais vous aider. Vous allez écrire des courriers manuscrits en expliquant votre rapport à l'école et aux enseignants pour justifier, finalement les appréciations qui étaient quand même des appréciations, négatives, mais derrière avec des notes, et quand même une excellence scolaire derrière, et vous devez impérativement rentrer en classe préparatoire». Et c'est comme ça que je suis entrée en classe prépa par hasard, et voilà, en envoyant tous ces courriers, ben, à un moment donné, on m'a appelée, pour démarrer, à Cergy-Pontoise. Donc tu vas dans un espèce de centre d'information d'orientation, ce qu'on appellerait aujourd'hui un CIO. C'est ça. Et là, il y a un discours qui est totalement différent de celui qui est tenu dans ton lycée. Alors certes, on peut rendre honneur à cet agent d'entretien, mais la question c'est pourquoi il y a eu cet échec d'orientation, à quel point c'est difficile de savoir ce qu'une personne de 16, 17 ans a envie de faire, surtout quand on a un dossier paradoxal, des très bonnes notes et en même temps un comportement qui est tout à l'opposé. Oui, je crois que c'est un sujet, moi, qui m'anime d'ailleurs, aujourd'hui, et ça fait le lien avec ce que je suis aujourd'hui. Il y a aussi un biais que peuvent porter les adultes de l'école et de manière générale, la communauté éducative. Un biais qui, voudrait que les enfants issus de CSP-, peut-être, seraient davantage à l'aise dans des formations plus courtes ou dans des formations plutôt manuelles. Ça, c'est alimenté par la recherche, hein. On a énormément de travaux sur ce qu'on appelle les inégalités éducatives, et quelquefois, ben, on réduit un petit peu l'ambition en fonction du type d'élève que l'on a, devant soi. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, aussi peut-être, moi qui me questionne, c'est pourquoi est-ce que je n'ai pas eu l'information plus tôt? Et ça, c'est un sujet encore une fois que je trouve, extrêmement important et qui est un vrai sujet d'égalité des chances aujourd'hui en France, c'est l'égal accès à l'information. Pour moi, c'est la première étape, c'est le premier pas. Avant de, projeter auprès de tous nos élèves aujourd'hui en France et nos jeunes, des formations d'excellence, des grandes écoles et autres, déjà de pouvoir les informer, et ça, c'est pas tout à fait consolidé, aujourd'hui. C'était déjà le cas à mon époque et c'est toujours pas le cas, aujourd'hui, mais on travaille, pour cela. Après, il y a des nouvelles formes de communication, puisque il y a vraiment un nombre incalculable d'informations disponibles sur Internet, mais c'est justement qui va nous aider à comprendre que ce journal, cet article est peut-être biaisé sur ce qu'il raconte, ou que... Enfin, vraiment, je trouve que on a trop d'informations aujourd'hui. C'est exactement ce que dit la directrice générale de l'ONICEP,
qui le dit très bien. En fait, elle explique qu'aujourd'hui, on ne manque pas d'informations. On a énormément de sources d'informations pour accompagner les jeunes dans leur orientation, dans leur parcours, dans leur questionnement, dans la manière d'apprendre à se connaître, ses forces, ses limites. Mais on ne bénéficie pas toutes et tous de l'accompagnement après derrière personnalisé pour nous accompagner dans la recherche de l'information et pour finalement aller soi-même récolter un petit peu ce qui nous intéresse en fonction de qui on est. Ça, c'est un petit peu le sujet, la difficulté sur la question de l'orientation aujourd'hui en France. Mais encore une fois, beaucoup d'acteurs y travaillent, on ne perd pas espoir. C'est vrai, moi, c'est une réflexion que je me fais par rapport aussi au concours et à la fonction publique, puisqu'on a des sites plutôt institutionnels qui communiquent, qui parlent de dispositifs. Et moi, à mon niveau, avec Ambition Publique, il y a une création de communauté, des personnes qui suivent régulièrement, plus ou moins sur les épisodes, mais qui en tout cas accordent une importance à ce que Ambition Publique présente. Et donc, on touche des personnes de manière plus précise. Avec moi, ce que je rajoute aussi, ce qui est un peu ma valeur ajoutée, c'est de pouvoir compléter, pas forcément critiquer, parce que c'est pas forcément le lieu, mais en tout cas de donner des remarques, des avis, des préférences. Est-ce que ça, par exemple, dans l'éducation, dans l'enseignement en 2025, l'éducation va chercher les espèces d'influenceurs ou plutôt les créateurs de contenu parce que ces personnes-là, entre 13 et 18 ans, sont plus sur leur téléphone et vont donner du crédit. Par exemple, Hugo Décrypte, avec son média Élan Média, qui parle aux jeunes, mais parce que c'est un jeune qui parle aux jeunes. Je pense que c'est pas encore ancré dans la culture organisationnelle d'une grande maison comme l'Éducation nationale, mais effectivement, on a tout à fait connaissance que de plus en plus, on a des partenaires issus du monde associatif, issus du monde du secteur privé, donc on a évoqué les influenceurs et autres, qui sont des vraies forces de lien et de création de liens avec les usagers. Et c'est aussi comme ça, moi, que je perçois mes missions au niveau de l'inspection, c'est comment est-ce qu'on crée aussi du lien, de la connexion avec d'autres partenaires pour nous aider finalement à porter la politique publique éducative. C'est une piste de réflexion, clairement, de davantage s'appuyer sur d'autres intervenants, mais comme ce que tu fais à travers ce beau podcast, pour faire connaître les métiers, y compris les métiers de la fonction publique. On a un vrai sujet aujourd'hui en France de grande distanciation des usagers vers les métiers du service public, qui dépasse la question de l'attractivité et de la fidélisation des agents. On est encore sur le premier step, première étape, c'est se projeter et se dire qu'on peut intégrer le service public. Et ça, on a beaucoup de données qui sont chiffrées là-dessus, publiées par la DGAFP. On a les données de la fonction publique. Et l'écart se creuse entre les fonctionnaires aujourd'hui et le fait d'avoir eu des parents fonctionnaires et ceux qui aujourd'hui sont dans le service public, mais qui n'ont aucun lien à travers leur famille, leurs proches, avec le service public. Et l'écart se creuse, la distance se creuse encore. Donc il y a un vrai sujet, en tout cas, de ressources humaines pour tous nos métiers, éducation nationale et d'une manière générale, fonction publique. Avec ce fameux chiffre de réussir l'ENA, on a 330 fois plus de chances de réussir l'École nationale d'administration ou aujourd'hui l'Institut national du service public quand on a un des deux parents qui a suivi cette formation. Oui, les chiffres sont vertigineux et moi, ça me ramène aussi à une situation que j'ai vécue qui est un peu une sorte d'échec personnel, mais qui fait partie aussi du parcours. C'est que lorsque j'étais à Sciences Po Paris, je n'arrivais pas à me projeter dans la prépa concours, alors que mes enseignants me poussaient en me disant, mais voilà, il faut aller vers la deuxième année du master affaires publiques pour préparer l'ENA. Et je ne me sentais pas légitime, je ne me sentais pas aussi à ma place. On a aussi ce gap et ce volet social qui est extrêmement important, qu'on n'arrive pas encore à mesurer. Mais moi, à mon époque, clairement, ça n'existait pas, par exemple, le mentorat. Et donc, moi, c'est quelque chose qui m'a manqué, par exemple, d'avoir quelqu'un qui pouvait m'accompagner et finalement m'apprendre les codes, puisque ça, c'est un vrai sujet aussi de difficulté, clairement. Les codes qu'on retrouve à la fois sur les épreuves écrites, sur les épreuves orales et bien sûr sur l'accompagnement tout au long de la prépa, de se sentir bien et de pouvoir avoir un tiers de confiance, un père supplémentaire qui est jeune lauréat. Ce que Sciences Po arrive déjà à faire, parce que ses enseignants sont souvent des lauréats de concours, mais effectivement, il y a cette couche supplémentaire qui est le mentorat avec des nombreuses associations qu'on peut d'ailleurs qu'on peut citer, que ce soit des territoires aux grandes écoles, que ce soit INSP 50-50, que ce soit l'Accordé. Bref, il y en a plein, donc je vous prie de m'excuser si j'ai oublié de mentionner votre association. Mais bon, on est parti assez loin sur cette première question souvenir personnel, mais en fait, c'est structurant et aussi, ça va nous expliquer pas mal de choses sur toutes les différentes missions que tu as eues. Et alors, quand la Sarah, qui a 18 ans, rentre en classe préparatoire, est-ce qu'elle va se renseigner au fur et à mesure
parce que déjà aussi, le terme de classe préparatoire, moi je m'en souviens aussi, ça m'avait fait un peu peur. Je m'étais dit, entre une fac de droit et une classe préparatoire, bah, il n'y a pas d'intérêt d'aller faire une classe prépa. Peut-être après coup, aujourd'hui, j'aurais changé d'avis, parce qu'il y a cette méthode de travail qu'on récupère. Donc toi, tu arrives en classe préparatoire, quel est ton degré de connaissance? Est-ce que tu sais que 10 ans plus tard, tu seras enseignante? Alors, j'arrive en classe préparatoire sans réellement savoir ce que c'est, clairement, puisque j'ai pas eu la phase de réflexion et de choix et d'orientation, hein, comme je l'évoquais, c'est vraiment par hasard. Donc pas du tout. J'arrive en classe préparatoire sans savoir, derrière ce qui va en déboucher, sans connaître aussi l'écosystème, qu'est-ce que c'est que les grandes écoles? Et d'ailleurs, j'ai découvert les grandes écoles en classe préparatoire, mais j'ai continué à en découvrir après la classe préparatoire, puisque en intégrant l'École normale supérieure, je participais à l'organisation des soirées inter-écoles et c'est là que je découvre, tous les mots en lien. Moi, je dis souvent les mots en lien, donc polytechnicien, centralien, et cetera, et cetera. Et c'est d'ailleurs là que je découvre l'IEP de Paris et que je vais voir, mon directeur d'études, à l'époque en lui disant: «Mais en fait, moi, je crois que je me suis trompée d'orientation parce que je suis passionnée par la matière publique, au vu de mon histoire et de mon héritage avec mon grand-père et en fait, c'était Sciences Po Paris que j'aurais dû faire, mais je ne savais pas que ça existait quand j'étais au lycée». Donc c'est pour ça qu'après, plus tard, je repasserai les concours pour intégrer, le master de Sciences Po. Je j'arrive en classe préparatoire et je vis très bien la formation pendant 2 ans parce que j'ai des enseignants qui vont me nourrir et c'est vrai qu'à l'école, avant ça, je m'ennuyais beaucoup, mais surtout, j'avais des enseignants qui n'étaient pas du tout dans l'humiliation. Alors même si on avait de très mauvaises notes au départ, avec l'environnement classe préparatoire qui veut bien, derrière, il y avait un rapport réellement, bienveillant et de potentiel. J'avais réellement le sentiment que les enseignants croyaient en notre potentiel. Ce que je n'avais pas vécu quand j'étais au collège ou au lycée, où j'avais plutôt davantage observé des formes d'humiliation, des adultes de l'école pouvant de temps en temps dire bah, de toute façon vous êtes mal élevés, ou bien moi j'ai mon bac, vous si vous ne l'avez pas, tant pis pour vous. Enfin voilà, c'était plutôt ça que j'avais vécu en pré-bac. Et du coup, c'est ce qui a fait que j'ai très bien vécu le classe préparatoire parce que pour moi, c'était un autre monde vraiment d'expertise, d'ouverture et j'en avais affreusement besoin. À t'entendre, on a tous envie d'aller en classe préparatoire. C'est vraiment un épanouissement personnel, intellectuel. Cette approche de professeur bienveillant, même si c'est quand même très exigeant et il y a peut-être une certaine humiliation quand même dans les notes, si tu avais 15, je sais pas, au lycée, tu dois quand même perdre quelques points Ah et oui, les bien premiers sûr. rapports sont... Non, non, on passe par ça, mais pour moi, c'était pas le plus difficile. Pour moi, c'était, tout le volet matériel qui était difficile. J'étais à l'autre bout, de la banlieue parisienne, donc faut imaginer que moi j'habitais à l'époque en Seine-Saint-Denis et je devais traverser, tout Paris pour aller, sur la banlieue, ouest et c'était le volet aussi matériel, où vivre et où être logé. Donc pendant une première année, j'étais logée, voilà, à droite à gauche dans des chambres étudiants, c'était ça, moi, mon sujet. C'était vraiment le volet matériel. Je n'avais pas la sécurité matérielle, financière qu'il fallait. Mais j'étais très bien accompagnée. Typiquement, je faisais 1 heure de bus toute l'itinéraire de Cergy jusqu'à Sannois avant de reprendre les transports parisiens. Et j'avais des chauffeurs qui me connaissaient par cœur, qui étaient extrêmement bienveillants et qui me laissaient entrer la première dans le bus pour avoir une place assise et faire mes fiches et travailler pendant tout mon trajet pendant 1 heure. Donc derrière, il y avait quand même, même si des difficultés matérielles et autres, il y avait quand même un environnement qui faisait que je me disais, je peux pas lâcher, je peux pas ne pas y arriver, même si de temps en temps, j'avais 5 sur 20 sur une dissertation ou autre, je pouvais pas ne pas y arriver. Ok, je crois qu'on s'est tous souvenus, quand tu nous as raconté sur l'histoire du bus, par exemple, des expériences avec des bus remplis. Et donc, te voir toi, Sarah, première pour pouvoir rentrer. Enfin, c'est vraiment, ça donne chaud au cœur de se dire qu'il y a des personnes, des tiers de confiance qui vont, chacun à leur petit niveau, chacun avec leurs petits moyens, te donner un coup de pouce. Et forcément, tu as parlé de ton grand-père. J'ai envie de te poser la question. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il faisait? En quoi c'est lui qui t'a aussi partagé cette ambition fonction publique? Ouais, alors il y a 2 choses effectivement. Il y a le fait de rencontrer des gens comme ça qui sont des tiers, qu'on ne connaît pas et qui, comme ça, à un moment donné, quand on en a besoin, donnent un coup de pouce. Ça, c'est vrai que ça arrive, énormément dans la vie et je voudrais vraiment leur rendre hommage à tous ces gens que j'ai pas forcément pu remercier après coup, mais qui m'ont beaucoup aidée. Et oui, clairement, mon grand-père, c'est quelqu'un que j'accompagnais, quand il allait au défilé du 14 juillet. C'est, un ancien tirailleur marocain qui a la Légion d'honneur et c'est vrai que, j'ai beaucoup, dans mon enfance, été imprégnée, d'échanges avec lui
circuit autour de ce que c'était que servir un pays, qu'est-ce que ça signifiait. Et c'est vrai que c'est toute petite déjà que je le disais, que j'avais ce discours-là, mais moi aussi je ferai comme toi, et un jour j'aurai la même Légion d'honneur. Et je le dis avec beaucoup d'émotion parce que je pense que c'est le point de départ clairement de mon parcours. Et c'est ce qui fait que dans l'ensemble de ma vie professionnelle, mon ADN, c'est vraiment servir l'État. C'est vraiment ce qui m'anime, ce que j'adore faire. C'est là où j'y trouve le plus de sens. D'accord, donc envie d'être au service des personnes dans le service public, d'être agent public. Pour autant, à la sortie de l'école normale supérieure, tu choisis plutôt la voie privée. Comment tu raisonnes? En fait, il y a plusieurs choses. Quand j'étais petite, je ne mettais pas encore le sens derrière sur qu'est-ce que c'était pardon, que servir l'État et être agent public. La réalité, je le dis même si je ne suis pas hyper à l'aise avec ça, c'est que lorsque je cherche un premier emploi dans le secteur public en sortant diplômée, et voire même, je dis surdiplômée, parce que je suis un peu une caricature de la méritocratie, je ne trouve pas d'emploi. Et donc, c'est ce qui fait qu'à un moment donné, j'ai dû bifurquer par le secteur privé. J'ai beaucoup apprécié pardon, mes expériences dans le privé, parce que j'ai fait beaucoup d'audits et beaucoup de missions enrichissantes, à la fois dans le privé et dans le public aussi. Et je suis rentrée finalement en tant que reconversion enseignante aussi sur une boutade entre collègues au travail, puisque je venais d'apprendre que j'allais avoir des jumeaux. Et je me disais, mais mince, je travaille beaucoup trop. Comment est-ce que je vais faire avec cette grossesse qui était non attendue et qui va arriver et qui me remplit de joie évidemment aujourd'hui, puisque j'ai 3 enfants. Et puis, en plaisantant, les collègues me disaient, mais tu as qu'à devenir prof, comme un peu toutes les bonnes femmes, quand on a des enfants, ça peut être un métier un peu refuge. Et finalement, je suis rentrée dans le métier sur cette boutade-là parce que lorsque j'étais à l'ENS, je n'ai jamais voulu être prof. Compte tenu aussi du rapport que j'avais vis-à-vis des adultes de l'école, c'était pas du tout une ambition que de devenir enseignant ou enseignante. Et finalement, je l'ai fait une première année en tant que contractuelle pour essayer tenter le métier. Parce que c'était un projet qui n'était pas du tout soutenu par mes proches, qui le vivaient vraiment comme un déclassement social et un déclassement professionnel que de devenir enseignant. Et j'ai fait ça pendant 1 an et en fait, j'ai adoré. J'ai adoré, c'était juste génialissime. Les équipes enseignantes, les équipes de direction qui m'ont accompagnée. Et je me suis dit, mais en fait, c'est vraiment ça que je veux faire. D'où ensuite passer les concours. Le CAPET et puis l'année suivante, l'agrégation. Donc, pour répondre à la question sur le service public, j'en avais pas encore un sens mesuré. Et quand je l'ai eu, la porte n'était pas forcément ouverte. Et j'ai revécu ça il y a quelques années, lorsque j'ai préparé le concours de l'inspection académique. La première année, lors de l'année de stage en tant qu'IAIPR, on nous demande de faire un stage d'observation de 5 jours dans un milieu autre que celui de l'éducation nationale pour découvrir un autre style managérial que celui de l'éducation nationale. Je ne l'ai évidemment pas fait en entreprise, puisque moi je viens de l'entreprise et c'est un secteur que je connais très bien. Donc j'ai voulu le faire dans d'autres ministères que l'éducation nationale. Et j'ai envoyé une trentaine de CV et de lettres de motivation auprès de préfets égalité des chances ou des choses comme ça, et je n'ai jamais eu de réponse. Et ça, c'est aussi un constat que je fais d'amour du service public, et en même temps, dans l'accès au poste, dans l'accès à certaines missions, à certaines fonctions, je vois que c'est pas forcément simple, même si derrière on a l'ambition, l'envie, l'impact et l'engagement, l'accès est pas tout à fait facile. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, on a créé l'association des pépites publiques. Et alors, les pépites publiques, justement, de quoi il s'agit? La genèse, on vient d'en parler. Son fonctionnement, ses objectifs, son ambition? Les pépites publiques, c'est une association d'agents publics, fonctionnaires contractuels, plutôt de catégorie A+, qui vise à promouvoir l'égalité professionnelle, l'inclusion et la diversité dans la haute fonction publique. Notre sujet, c'est vraiment de promouvoir la place de tous les talents dans leur diversité, quelle qu'elle soit, intergénérationnelle, la diversité de genre, l'origine territoriale, qu'on vienne de la ruralité ou des quartiers populaires, pour faire en sorte d'avoir une haute fonction publique qui incarne finalement la pluralité des citoyens et des citoyennes aujourd'hui. Pour nous, c'est un vrai sujet démocratique, parce que avoir des talents diversifiés
dans la haute fonction publique, c'est-à-dire dans les postes de haut encadrement, de direction, de dirigeants. C'est une manière à la fois d'avoir des ressources pour accompagner les grandes transitions de la société, créer donc de la valeur, parce qu'il y a aussi un impact sur l'efficacité du service. Dans une organisation, un groupe de direction, quand on a de la pluralité, on apporte forcément de la valeur, et ça c'est très documenté et détaillé. Et puis c'est aussi une manière de renouer avec une forme de confiance, puisque aujourd'hui on constate aussi en France qu'il y a de plus en plus de distanciation entre les usagers et ce qu'incarne aujourd'hui le service public et le haut encadrement. Et vraiment, on y tient. La réalité en France, c'est que la diversité n'est pas effective. On dispose de nombreuses données qui sont publiées dans des rapports publics, notamment la DGAFP, qui montrent par exemple que les catégories A+ de la fonction publique aujourd'hui sont environ 60% à avoir plus de 55 ans, que c'est beaucoup plus favorable et on a davantage de chances d'être fonctionnaire quand on a un parent au moins qui l'est, et cet écart se creuse de plus en plus. Et puis il y a tout le volet aussi égalité professionnelle, homme-femme, pour ne citer qu'un exemple dans mon ministère, l'Éducation nationale. Vous avez plus de 60% des agents qui sont des femmes, mais sur les postes de haut encadrement, on est autour de 35%, grand maximum, de femmes sur ce type de poste. Donc l'association, elle a vraiment pour ambition finalement d'attirer les pouvoirs publics sur cette question de diversité, pour en faire une politique prioritaire du gouvernement. Au sein du réseau, nous avons aujourd'hui plus de 500 adhérents. Nous venons de signer un nouveau partenaire avec Mec.org, entre autres. Et notre souhait, évidemment, c'est de croître et d'augmenter notre impact pour 3 programmes qui sont les suivants aujourd'hui. D'abord, le programme Plaidoyer, qui est un programme porté par un petit conseil scientifique au sein du réseau des pépites, pour essayer de construire des outils, professionnaliser le réseau et communiquer à la fois auprès de la société civile et des décideurs publics. Nous avons un programme qui est le programme Inspiration, qui a 2 volets. Le premier, c'est celui de faire rayonner et faire connaître ce qu'on appelle, nous, au sein des pépites, des réussites silencieuses dans la fonction publique, parce que clairement, il y a un sujet aussi d'attractivité des métiers. On a de très beaux parcours dans la fonction publique qui sont méconnus, et en particulier par les publics qui sont éloignés par la fonction publique. Et puis, au sein toujours de ce programme Inspiration, le Café des Pépites, qu'on essaye d'organiser partout en France, qui est un événement un petit peu informel où on peut finalement réseauter, networker. C'est aussi un vrai sujet d'égalité des chances que de pouvoir avoir un réseau et connaître en interministériel d'autres métiers, d'autres agents publics. Ça, c'est pour le programme Inspiration. Et puis le troisième programme, c'est le programme Ambition, qui est un programme qui me tient à cœur, parce qu'on est vraiment là sur un programme d'accompagnement collectif et personnalisé des pépites, pour les accompagner, les aider à construire leur projet professionnel, pour essayer de déconstruire toute l'autocensure et les syndromes que l'on peut ressentir dans sa vie personnelle et dans son histoire. Et on dispose de 2 coachs certifiés qui sont bénévoles au sein du réseau, qui ont construit des modules en masterclass, sous forme de masterclass, pardon, pour apprendre à se connaître, ses forces, ses limites, apprendre à se présenter aussi. Ça, c'est quelque chose qui est pour nous très important, avec un biais genré. Les femmes aujourd'hui, quand elles se présentent, utilisent beaucoup d'adjectifs qui vont être petits. Par exemple, j'ai une petite équipe, j'ai mené un petit projet. Donc il y a un vrai travail aussi sur soi pour lever ce biais genré. Et puis un module, se projeter, comment on travaille l'ambition, parce qu'en France, la notion d'ambition, elle est complexe. Pour nos jeunes aujourd'hui à l'école, ce que souhaite l'Éducation nationale pour eux, c'est leur apprendre à être ambition. Et on veut, en tant qu'adultes issus de la communauté éducative, faire rentrer cette notion dans leur parcours et être ambition pour eux. Et puis quand vous êtes adulte et que vous voulez être ambitieux, là, ça a une autre coloration et ça a un autre sens qui peut être très négatif. Donc il y a un vrai travail à mener avec les pépites sur ce volet-là. Voilà, grosso modo, ce qu'on y fait. Vous êtes toutes et tous bienvenus. Aujourd'hui, on a 80% du réseau, un peu plus, qui est issu du versant de l'État, à peu près 20% issus des collectivités territoriales. On ne touche pas encore le versant hospitalier. Et on a besoin d'adhérents, de bénévoles, de pépites actives sur tout le territoire. Donc n'hésitez pas à venir nous voir sur notre site internet pour plus d'informations. C'était évident que les pépites publiques soient présentes sur ce podcast. On s'est rencontrés il y a 6 mois, 1 an à peu près, à l'événement de la Cordée, justement, donc pour citer aussi un des partenaires qui travaille sur tout ce qui est mentorat, diversité dans la fonction publique. Et donc forcément, tout ce qui est parcours ambitieux, repères, parcours silencieux qu'on cherche à valoriser, forcément Ambition publique s'y inscrit.
Donc je suis ravi de partager ce temps, en tout Ravie cas, avec aussi, toi ravie. aujourd'hui. Et puis, je te rejoins aussi sur ce que tu as dit sur l'ambition qui peut être péjorative. Moi, c'est vraiment un choix aussi quand j'ai créé le podcast de choisir ce nom-là. Moi, je le vois surtout comme avec une connotation positive. Et donc, je me suis dit, bah, tant pis si peut-être ça peut choquer. Et en fait, en réalité, quand on retrouve l'accordé son programme Ambition Service Public, Ambition Publique sur le podcast, vous aussi, ces éléments de langage-là, voilà, c'est quelque chose qu'il faut en fait gagner ce combat, le réhabiliter, et puis tout le monde s'en portera mieux, la France aussi. Et bien sûr, je mettrai toutes les informations dans la description sur comment rejoindre les pépites publiques. Dernière question de cette partie 1, avant d'aller voir ton métier d'enseignante et d'inspectrice. Une œuvre d'art, un film, un livre, qui représente pour toi ton métier, ton quotidien. Alors j'ai beaucoup d'idées, il y a beaucoup de choses que je voudrais, citer, mais peut-être une œuvre d'art, moi, qui m'a beaucoup, émue, beaucoup touchée, c'est La liberté guidant le peuple. Clairement, c'est l'œuvre d'art qui, pour moi, se rapproche le plus de mon métier aujourd'hui dans le service public. Donc je suis inspectrice académique pédagogique, régionale parce que c'est une œuvre qui, finalement illustre l'idée selon laquelle malgré, les contraintes, quelles qu'elles soient, les freins, y compris la violence, ce qui doit nous guider pour un pays comme la France aujourd'hui, c'est d'abord les valeurs, c'est d'abord, la liberté, l'égalité et ce sont des mots qui sont, riches de sens dans ce que je veux incarner moi au quotidien. C'est, encore une fois une œuvre, qui, donne de l'espoir, de considérer que, malgré un environnement immédiat qui est plutôt, peu facilitateur, on peut quand même porter des valeurs et les incarner au quotidien. C'est ce que j'essaye de faire, dans mon métier et puis dans mon investissement au sein du réseau, des pépites publiques. Très bien, merci pour ce tableau que, bien sûr, pour ceux qui voient la vidéo, qui sera affiché à côté pour se remémorer un petit peu ce tableau voilà, que tout le monde connaît, bien sûr, ou en tout cas a entendu parler. Et donc, on va explorer avec toi dans cette partie 2 sur tes missions. Comment, justement, ton métier permet d'être facilitateur, ton métier permet de vraiment contourner les freins, les obstacles pour permettre aux étudiants, aux lycéens, aux écoliers de rejoindre leur parcours qu'ils ont envie, qu'ils chérissent, voilà, dans cette partie 2. Partie 2 sur tes missions professionnelles. Sarah, tu commences ta carrière d'abord à l'audit, puis à la mission emprunt toxique. En un mot, qu'est-ce que tu y trouves, qu'est-ce que tu retiens de ces 2 expériences dans le privé? Ce que j'ai beaucoup apprécié dans ces missions, c'est la diversité du portefeuille, client que j'avais. Je trouve que c'est extrêmement intéressant et riche, de travailler avec des entreprises de taille, variées, avec des secteurs d'activité variés. Je trouve que ça donne quand même une emprise et une connaissance, du secteur privé, qui est vraiment intéressante et qui est une force aussi pour moi dans mon profil aujourd'hui en tant que fonctionnaire et agent public. Et puis, les missions, autres, par exemple à la Cour des comptes, m'ont permis d'apprendre énormément de choses, typiquement sur le passage à l'écrit et sur la rigueur qui est attendue, sur ce type d'exercice, sur la manière aussi de, préparer des entretiens d'explicitation avec des acteurs, des partenaires extérieurs. Donc tout le volet audit pour moi, est important, d'autant que, l'évaluation au sein de la fonction publique, c'est quelque chose qui est assez récent en réalité dans la politique publique et moi j'en viens dans le secteur privé, donc c'est vrai que j'ai une coloration aussi supplémentaire dans mon métier qui est systématiquement d'essayer de mesurer l'impact de ce que je fais, d'en évaluer, les effets, puis après de réajuster si besoin. Je trouve que c'est quelque chose, extrêmement important dans la fonction publique. Et ce qui fait que c'est aussi une force sur la matière économie-gestion quand tu vas passer à l'agrégation, d'avoir été dans la pratique sur ces domaines d'expertise, parce que quand on est professeur dans l'enseignement secondaire et qu'on passe l'agrégation économie-gestion, est-ce que c'est souvent des professeurs qui n'ont fait que ça, ou justement ils ont fait des allers-retours entre le privé et le public? Alors on a énormément d'enseignants économie-gestion qui ont eu une première carrière dans le secteur privé avant. Ça, c'est vraiment en lien avec l'ADN de la discipline économie-gestion, mais c'est le cas aussi de nombreux professeurs, hein, qui ont déjà, une première expérience professionnelle, dans le secteur privé ou associatif et qui ensuite font une reconversion pour devenir enseignants.
C'est, spécifique à la discipline et c'est, une plus-value clairement dans les enseignements et dans la didactique, c'est-à-dire dans la manière de rendre accessibles des contenus scientifiques à un public d'élèves donné. Parce que du coup, on peut s'appuyer sur des situations concrètes, réelles et avoir un ancrage sur des situations, d'entreprise qui, correspondent à une réalité. Donc clairement, c'est une plus-value, mais c'est le cas en économie-gestion, mais c'est le cas aussi pour des enseignants qui viennent de d'autres disciplines parce qu'ils ont eu un parcours, avant, l'enseignement. Sur les filières technologiques. Entre autres, mais vous avez des enseignants qui enseignent sur des disciplines générales et qui ont eu un parcours en entreprise avant, qui ont souhaité, intégrer après le métier, sur une matière, une discipline qui leur plaît, en lien quelquefois d'ailleurs avec leur parcours universitaire initial et c'est une vraie force pour l'éducation nationale D'accord. et j'invite, hein, tous ceux qui nous écoutent, celles et ceux qui nous écoutent, qui seraient intéressés par une reconversion pour devenir enseignants, y compris s'ils viennent du secteur privé, ils seront évidemment les bienvenus et ils trouveront, évidemment, grand plaisir à être devant des élèves et à apporter cette force, cette plus-value de l'expérience de terrain pour illustrer finalement leurs propos et faire passer les enseignements. Et donc, c'est ce que tu deviens enseignante en 2013. Peut-être déjà nous rappeler ta reconversion, comment ça s'est passé, au-delà du déclic, hein, avec la boutade qu'on a eue dans la partie 1, mais comment matériellement, alors que justement tu vas être enceinte, alors que justement tu as déjà un métier qui te permet de gagner ta vie, tu décides donc de te reconvertir. Et puis après, ben, bien sûr, on va parler voilà, de ces premières années, ces premières heures devant les élèves. Comment ça s'est passé? Alors je démarre, encore une fois, en tant qu'enseignante, en tant que contractuelle, donc un contrat d'1 an avec l'éducation nationale pour tester le métier clairement parce que je fais partie de celles et ceux qui ne sont pas convaincus par le métier, son sens, ses perspectives professionnelles. J'y vais un peu à reculons pour de mauvaises raisons parce que clairement, je vais avoir des enfants et j'ai besoin de stabilité. Je le dis et je l'assume parce que, il faut pouvoir accueillir cette parole-là aussi et accepter qu'aujourd'hui on rentre dans le métier sans forcément avoir une vocation pour devenir enseignant depuis tout petit. Tous, les profils sont beaux à prendre. Ça, c'est la première chose et c'est une année de contractuel que j'ai beaucoup appréciée, que j'ai adorée parce qu'accompagnée par une équipe de direction, vraiment exceptionnelle qui tout de suite a vu en moi quelqu'un qui pouvait, voilà évoluer, dans l'éducation nationale. C'était une année, complexe parce qu'on ne maîtrise pas toutes les compétences, métiers évidemment. Il y a un vrai sujet d'ailleurs, sur la formation initiale et continue des enseignants à l'éducation nationale qui est extrêmement important. Mais une année où tout de suite, j'apporte ma patte et j'apporte, ce qui fait ma force, c'est-à-dire la gestion de projet. J'enseigne tout de suite, par exemple, l'enseignement moral et civique, qui est pas une discipline en lien avec l'économie-gestion, qui est une discipline un peu plus transversale, qui d'usage, est enseignée, par exemple, par des enseignants d'histoire-géographie. Et moi, j'ai une direction qui ne veut surtout pas que ce soit l'exclusivité des enseignants d'histoire-géographie et qui veut ouvrir l'enseignement moral et civique. Et moi, banco, je suis partante parce que enseigner tout ce volet-là, compte tenu de mon parcours et ce qu'on a évoqué jusqu'ici, je me suis dit, il y a de quoi faire de très beaux projets. Et j'entre dans le métier par la gestion de projet. Dès ma première année, organiser un voyage scolaire, organiser des collectes avec des associations caritatives pour finalement incarner l'engagement auprès des élèves dans le quotidien. J'ai beaucoup adoré et puis, ma discipline, de cœur, l'économie-gestion, il y a une vraie histoire d'amour par rapport à ça parce que je suis moi-même bachelière, technologique issue de cette discipline-là et donc y revenir en étant enseignant, c'est vraiment, vraiment chouette et je confirme ce projet, encore une fois, même s'il n'est pas soutenu par mes proches et je décide de passer le concours, du CAPET d'abord et l'année suivante de l'agrégation. Ce qui me permettait, en passant le CAPET, de préparer simultanément, le master MEF qui est le master métier de l'enseignement, et qui permet, d'avoir une approche très englobante du métier et j'avais besoin de refaire encore, une formation pour découvrir, par exemple, les sciences de l'éducation. Alors, le CAPET, c'est l'acronyme, parce que le CAPES, c'est sur les filières générales, du coup. Oui, c'est absolument et le CAPET, c'est plutôt sur la voie, technologique, effectivement. Donc, il y a plusieurs manières de devenir enseignant à l'éducation nationale. Alors, on peut l'être à titre de contractuel, évidemment et puis on peut, devenir, fonctionnaire, pardon, en passant des concours. Plusieurs types de concours. Des concours pour enseigner en lycée professionnel qu'on appelle le PLP. Des concours pour enseigner, selon, la discipline en voie générale et ou technologique qu'on appelle les CAPET ou CAPES et puis, l'agrégation qui est aussi un concours, d'excellence pour devenir, enseignant. Et donc, il y a quelque chose qui est assez fort que tu as dit, c'est contre l'avis de tes proches. Rassure-moi, tu as quand même été soutenu par quelqu'un. Enfin, je veux dire,
tu arrives à tenir un an C'est quoi? C'est parce que tu leur dis vraiment ce que tu ressens quand tu enseignes en tant que contractuel et ils comprennent au fur et à mesure que c'est la voie pour toi? Je pense que, la problématique qui revenait souvent, dans les repas de famille du dimanche, c'était, le fait que c'est un déclassement social et professionnel, encore une fois. D'ailleurs, c'est considéré comme ça aujourd'hui, le métier d'enseignant. Malheureusement, alors que c'est une vraie profession intellectuelle à impact et à force pour le vivre ensemble et les citoyens de demain. Mais le métier a une représentation dans la société qui est différente de celle d'il y a 20, 30 ou 40 ans, ce que c'était qu'un enseignant, à l'époque. Et puis j'ai démontré et fait la preuve finalement, de l'impact que je pouvais avoir auprès des jeunes et c'est comme ça finalement que, j'ai eu l'adhésion, finalement et que je me suis inscrite dans la durée en passant les concours. Et comme pour le mot ambition tout à l'heure, on essaye d'enlever, d'effacer ce côté péjoratif. Voilà, avec ce podcast sur le métier d'enseignant, on va aussi essayer d'y contribuer modestement. Euh, alors, comment ça se déroule le métier, le quotidien d'un enseignant? On a forcément dans notre imaginaire, et puis parce qu'on a été aussi élève, on est allé à l'école, donc on sait un petit peu ce qu'on a eu en face de nous, des professeurs investis, des professeurs qui aiment transmettre une discipline. Quelle est la semaine pour toi en tant qu'enseignante? Voilà, comment tu vis ces premières années? Je trouve que c'est une question qui est intéressante parce que, la manière dont on perçoit le métier, elle dépend vraiment de son histoire personnelle et de son rapport au métier. Et donc ma réponse n'est pas celle d'un autre enseignant, clairement. Ma coloration, c'était d'abord d'être enseignante sur un territoire. J'ai enseigné en Seine-Saint-Denis sur l'académie de Créteil, qui est une très belle académie. Ça n'est pas la même chose, par exemple, que de considérer qu'on est enseignant de mathématiques ou de français. Parce que dans la construction de son identité professionnelle, on met l'accent d'abord sur une discipline, là où moi j'ai toujours mis l'accent d'abord sur le métier dans sa vision beaucoup plus englobante, dans sa vision éducateur, au-delà de la discipline. Finalement, que j'enseigne l'économie ou la gestion, c'est un peu un prétexte. Je pourrais enseigner autre chose, mais moi ce qui m'intéresse, c'est tout le reste dans le rapport aux élèves. Et c'est ce que j'insiste là-dessus parce que, beaucoup des usagers n'ont pas, connaissance de cette dimension-là. L'enseignant, il n'est pas que dans la préparation de ses cours, mais il fait énormément beaucoup d'autres choses. L'enseignant, il participe d'abord à la vie d'un établissement, il intègre une communauté éducative. Il, travaille aussi beaucoup, sur ce qu'on appelle des éducations transversales ou des éducations transverses. Donc au-delà de la discipline, il participe à de nombreux parcours comme le parcours Avenir qui permet d'accompagner à l'orientation des élèves, le parcours de découverte des métiers, le parcours d'éducation aux arts et à la culture, etc., etc. Et ma semaine type, finalement, j'en avais pas. Je n'avais pas de semaine type. C'est-à-dire qu'au-delà d'assurer les heures devant élèves, mes semaines étaient très variées parce que chaque semaine, il y avait de la nouveauté. Soit parce que j'apportais de l'information, de l'actualité, je faisais de la veille, et donc on pouvait organiser pardon, des débats en classe sur l'actualité économique, des choses ou liées à l'entreprise. On pouvait organiser des rencontres avec les professionnels de l'entreprise, hein. La relation avec l'entreprise, elle est extrêmement importante. Donc finalement, la vie de l'enseignant, c'est celle qu'on a envie, nous, de se créer. Et j'invite à tous celles et ceux qui nous écoutent à ne pas avoir une vision un petit peu renfermée de l'enseignant qui prépare ses cours, corrige des copies, fait classe devant élèves, mais à élargir sa vision. C'est d'ailleurs ce qui est très grisant et c'est ce que beaucoup d'enseignants apprécient, c'est de vous dire que vous pouvez entrer dans un métier qui est extrêmement englobant, sur lequel vous pouvez mettre la coloration que vous avez envie de donner. Et si vous, votre truc, c'est l'éducation aux médias parce que vous adorez ça, dans vos enseignements, que vous enseignez les maths, le français ou autre, vous réussirez à faire le lien avec votre passion et à inculquer et à être percutant auprès de vos élèves sur un sujet personnel qui vous tient à cœur. Et c'est hyper grisant, et donc encore une fois, pas de semaine type, mais de semaines bien chargées avec beaucoup de sens. Il faudra juste démontrer le lien avec le programme, sinon l'inspecteur académique qui pourra passer et apprécier. C'est une très bonne remarque, mais en fait, il y a du lien et c'est ça, qui est important. C'est que vous êtes en charge d'un programme dans votre discipline, mais vous êtes en charge de beaucoup d'autres référentiels à l'école. Par exemple, le S4C, qui est le socle commun de connaissances, de compétences et de culture, qui est un socle commun, dans lequel on a une liste de compétences et de sujets qui sont très transverses, auxquels toutes les disciplines, tous les enseignants
peuvent participer. Et donc, encore une fois, si vous voulez aller au Muséum d'histoire naturelle, à la galerie de minéralogie, simplement pour émerveiller vos élèves, eh bien, vous n'avez pas besoin d'être enseignant de SVT, vous pouvez être un enseignant de philosophie, de mathématiques, d'économie, de gestion, etc., etc. C'est ça la force du métier. À t'entendre parler sur cette expérience de muséum ou de sorties, en tout cas, qui sont rattachables à ce S4C, comme tu l'appelles, ça me fait vraiment, ça me donne ce même sentiment que quand j'ai discuté avec Florent Busson, adjoint gestionnaire en établissement scolaire, c'est que à t'entendre parler, à l'entendre parler, on se replace dans notre parcours personnel à l'école et on essaye de comprendre, ah bah tiens, à tel moment il y a eu une sortie au cinéma ou dans un musée justement, et bah, effectivement l'enseignant, il a dû faire un lien avec l'équipe pédagogique, avec l'équipe du lycée ou du collège et de valoriser ça. Enfin, on comprend beaucoup d'autres choses qu'on ne voit pas quand on est un simple usager et qu'on bénéficie justement de ces rencontres, de ces professeurs et d'ailleurs, je crois que pour tous les auditeurs, on a tous un ou deux professeurs qui nous a particulièrement marqué, qui nous a fait aimer sa matière. Ouais, donc je pense que tu leur rends hommage aussi dans ton discours. Alors avant de basculer sur ce gros bloc qui est l'inspection et qui est encore plus nébuleux pour les auditeurs, quelles compétences, quels liens on peut faire quand on est enseignant avec d'autres domaines d'action, par exemple les métiers, les compétences pour un attaché en administration, sur des missions RH, budgétaires, juridiques ou politiques publiques, dans cette idée qu'il y a des reconversions, il y a des allers-retours, et que quand on rentre professeur, enseignant, on n'est pas 40 ans enseignant, et c'est pas quand on a, je sais pas, 50 ans et qu'on se dit, mais j'ai enseigné 30 ans, qu'est-ce que je vais valoriser comme compétence? Il y a deux choses que tu dis qui m'intéressent particulièrement. La première, c'est que lorsqu'on devient enseignant aujourd'hui, on ne se projette pas pour l'être pendant 40 ans. Ça, c'est évident. Et heureusement, et c'est une très belle chose et une très belle force pour l'éducation nationale d'avoir des allers-retours enseignants qui vont dans d'autres ministères, dans le secteur privé et qui reviennent. Ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, c'est sur la notion de reconversion. En fait, elle vaut dans les deux sens. On peut être attaché et devenir enseignant. On peut être enseignant et aller sur des missions plus administratives, de ressources humaines, ce qu'on appelle les métiers supports, hein, en réalité, en devenant attaché, par exemple, via le détachement. Je trouve que ce sont des parcours qui sont extrêmement précieux et qui sont nécessaires aujourd'hui pour le service public, parce qu'on a besoin d'avoir, encore une fois, des agents qui ont une vision assez transversale de la politique publique. Que ce soit la politique publique éducative, moi me concernant à l'éducation nationale, mais c'est le cas aussi dans d'autres ministères. Aujourd'hui, on peut tout à fait démarrer en tant qu'enseignant, sur une discipline, développer des compétences à la fois managériales, de leadership, parce que clairement, gérer une classe, c'est aussi une forme, de leadership, des compétences, d'assertivité, des compétences douces qui sont importantes aussi à maîtriser. C'est aussi tout le volet veille informationnelle. Quand on est enseignant, on fait des recherches, pour construire ses cours, donc il y a toute une réflexion, sur l'actualité, l'actualisation qui est, importante sur des métiers aussi demain, sur des métiers support. Et puis, on a le volet travail d'équipe et gestion de projet, quand on est enseignant, qui est tout à fait transposable sur d'autres métiers, métiers support en particulier. Lorsque vous êtes enseignant, vous développez aussi une expertise, à la fois comment dirais-je? Dans l'information et dans le traitement de l'information, la capacité à synthétiser, la capacité à rédiger, et tout ça sont des compétences transposables. Demain, quand vous travaillez dans un service RH et que vous devez lire une circulaire, la synthétiser, la déployer, la mettre en action, clairement, quand vous avez été enseignant, quelle que soit la discipline d'origine, vous avez des compétences fortes, solides, qui peuvent être une force ensuite dans les services à la fois centraux, mais aussi en déconcentré, dans un rectorat, par exemple, à l'éducation nationale, clairement. Donc c'est quelque chose qui est assez méconnu aujourd'hui, ce travail d'aller-retour entre le métier d'enseignant et puis d'autres métiers. Parce qu'encore une fois, hein, on n'entre plus dans le métier pour 40 ans. Et d'ailleurs, c'est un discours aussi que j'ai envie de tenir auprès de ceux qui nous écoutent. Si vous êtes en administration, n'hésitez pas à vous intéresser à venir faire quelques années d'enseignement. Et à l'inverse, si vous êtes aujourd'hui enseignant et que vous êtes curieux et que vous avez envie de transposer vos compétences à travers un autre projet de politique publique dans un service RH, dans un service lié à la gestion des moyens, etc., eh ben, vous avez toute votre place. Et donc, foncez, allez-y.
Et qui de mieux que toi pour porter justement ce discours de reconversion et d'aller-retour entre privé et public. Et quand on regarde justement ton CV, quand voilà, je t'ai fait la description de ton parcours, on voit de nombreuses petites expériences en même temps, référentes sur les cordées de la réussite, sur les conventionnements avec Sciences Po Paris pour les lycées en REP. Voilà, comment c'est valorisé en tant qu'enseignante? Est-ce que ça l'est? Comment on se positionne? Est-ce qu'il y a une seule personne par lycée? Enfin voilà, raconte-moi un petit peu ce schéma. On peut être enseignant, c'est d'abord le cœur de métier, et puis avoir des fonctions ou des activités annexes qui tournent autour de l'établissement dans lequel on est rattaché. Typiquement, vous avez des enseignants qui sont référents en établissement, référents par exemple sur le harcèlement scolaire, référents égalité filles-garçons, référents éducation développement durable, donc tout un tas de politiques transversales, encore une fois, auxquelles on peut prendre du temps, s'y investir, mener des projets d'envergure, accompagner l'établissement vers la labellisation, par exemple. Donc c'est vrai que le métier d'enseignant, encore une fois, il faut le voir avec une vision très englobante, parce que derrière, il peut y avoir plein de missions annexes extrêmement intéressantes, extrêmement riches. On peut être référent école-entreprise si on a envie de travailler le lien avec les partenaires issus du secteur privé pour accompagner les élèves dans leur projet professionnel, dans leur insertion professionnelle, notamment quand on a des publics en charge qui doivent faire des stages en entreprise. Je pense évidemment au lycée professionnel, mais pas que. C'est le cas aussi, par exemple, sur les formations supérieures en lycée, hein, les BTS, hein, les brevets techniciens supérieurs. Donc c'est vrai que on peut tout à fait trouver des missions annexes enthousiasmantes au-delà du métier d'enseignant, qui sont valorisées évidemment et qui font partie ensuite du CV, hein, du parcours de l'agent, de l'enseignant pour la suite de l'évolution de sa carrière. Et alors justement, comment utiliser ces expériences au service de son parcours professionnel? Tu vas commencer à réfléchir à passer les concours personnel de direction, inspection. On est en 2020-2021. Comment ça se passe? Quel est cet univers? Comment ces liens se font? Disons que, lorsque j'ai démarré le métier en tant qu'enseignante, j'ai tout de suite été accompagnée de personnels d'encadrement qui m'ont dit: «Mais Sarah, tu feras pas enseignante toute ta vie, il y a vraiment tu es vraiment une personne ressource avec un parcours atypique et on a besoin de ce type de profil sur les métiers d'encadrement». Et assez vite, finalement, je me suis posé la question de devenir personnel d'encadrement, et j'hésite entre 2 concours, donc le concours de personnel de direction et celui de l'inspection académique pédagogique régionale. Donc je prépare et passe le concours de chef d'établissement, et puis je me rétracte et prépare l'année suivante le concours d'inspection académique pédagogique régionale, parce que j'adore ma discipline, l'économie-gestion, et encore une fois, je suis bachelière du bac STT à l'époque, mais STMG aujourd'hui, qui fait partie des diplômes que je pilote, diplôme de série technologique, qui a une coloration, une représentation plutôt négative dans certains milieux, dans certains environnements, pour certaines familles, pour certains adultes de l'école aussi, hein, qui considèrent que c'est une formation un petit peu au rabais, et qui est présente dans les lycées généraux et technologiques, les LGT. Donc ça me tenait à cœur, clairement au vu de mon parcours, finalement de garder ma coloration économie-gestion qui est vraiment ce que j'apprécie. Donc j'ai choisi finalement le concours IAIPR. Et donc, tu es reçu, peut-être juste les épreuves, c'est une note pratique. Pour présenter le concours de l'inspection, c'est d'abord une épreuve d'admissibilité. L'objectif étant de rédiger un rapport avec les acquis de l'expérience professionnelle, un rapport où finalement on fait état des compétences que l'on a acquises jusqu'ici dans le métier d'enseignant, mais y compris dans toutes les missions qu'on a pu avoir avant, pour ceux qui sont en reconversion, pour le milieu associatif, tout ça. Et on fait une transposition de ces compétences sur celles qui sont attendues quand on est personnel d'encadrement. Donc il y a un vrai changement de posture, un vrai travail sur la manière d'incarner une forme de leadership et de représenter l'État, qui est extrêmement importante. Et puis une épreuve d'admission, qui est une épreuve orale devant un jury expert de l'éducation nationale, dont l'inspection générale de l'enseignement supérieur et de la recherche, les IGESR, accompagné d'autres experts éducatifs pour cette épreuve orale. Et donc, tu réussis brillamment ce concours. Tu commences en 2021 sur cette discipline économie et gestion. Quelles sont tes missions principales au quotidien?
Tu parlais un petit peu de cette collaboration entre l'inspecteur et les équipes pédagogiques du territoire. Voilà, est-ce que ça c'est 80% du temps? Est-ce que c'est comment ça se structure? Alors déjà, dans la notion de IAIPR, il y a le volet inspection académique et inspection pédagogique régionale qui correspondent à deux colorations, deux tendances. C'est un pilotage de la discipline pédagogique et un pilotage plutôt académique sur des sujets beaucoup plus transversaux qui ne sont pas forcément rattachés à une discipline en particulier. C'est un métier qui est très varié, l'idée étant d'assurer le prolongement de la politique publique nationale sur un territoire, donc en l'espèce la politique éducative. C'est l'accompagnement des équipes enseignantes, entre autres. Donc évidemment, il y a tout le volet évaluation. On pense souvent à l'inspecteur qui est au fond de la salle de classe et qui vient observer les gestes professionnels d'un enseignant, mais pas que. En réalité, c'est tout l'accompagnement des enseignants, que ce soit pour la formation initiale et continue, mais l'accompagnement aussi plutôt sur le développement professionnel, RH. Et puis, on a le pilotage de sujets beaucoup plus transversaux qui peuvent être importants et très intéressant. Je pense à l'instruction en famille, par exemple. Je pense à l'évaluation des établissements. On revient encore à moi, mon premier cœur de métier qui est l'audit et le contrôle. Donc un métier avec des missions très diverses et variées qui nécessite d'avoir une vraie vision de son objectif et d'avoir une vraie vision de l'impact que l'on souhaite avoir sur un territoire pour ne pas s'éparpiller. Donc ça nécessite d'avoir une réflexion sur le moyen long terme avec comment dirais-je, des étapes finalement intermédiaires sur ce qu'on a envie de porter au sein d'un territoire et au sein d'une discipline. Alors forcément, deux questions. La première, une petite anecdote sur justement cette posture de l'inspecteur qui est au fond de la classe. Tu l'as fait? T'es passé par là? À quel point on aide l'enseignant? À quel point aussi... Je me rappelle quand on est écolier, on se tait, on est vraiment solidaire du professeur. Je suppose que l'inspecteur, il est pas non plus dupe là-dessus. Voilà, donc une petite anecdote sur cette représentation qu'on a tous. Comment toi, tu l'as vécu En tant que moi inspectrice, Ouais. disons que j'essaye de vraiment incarner une proximité relationnelle de travail avec les équipes éducatives pour faire en sorte que ce moment dans la vie d'un enseignant soit un moment, je ne vais pas dire agréable, mais en tout cas un moment qui soit formateur et pour lequel il en ressort avec des idées, des objectifs, une remise en question de gestes professionnels, mais au sens formateur du terme, pas du tout dans le jugement. Donc moi, je le vis plutôt bien comme exercice, même si je sais que c'est encore une fois un moment qui peut être très stressant pour les enseignants. Mais les enseignants le savent, on est d'abord là pour eux. Et d'ailleurs, c'est le discours que je tiens en réunion d'équipe très régulièrement. Je démarre par expliquer ce que c'est qu'un inspecteur et comment est-ce que moi, je considère mon métier. En réunion d'équipe, je démarre par ça et j'explique que je suis d'abord au service des enseignants. Je ne suis plus réellement au service des élèves, puisqu'ils sont un peu plus loin que moi. Je ne suis plus en classe avec eux. C'est d'abord les enseignants et tous les personnels éducatif adulte de l'école. Il faut penser aux conseillers Présentant d'éducation. oui, tout à fait, les CPE, à tous ces personnels-là qui sont sur le terrain auprès des élèves, c'est eux qui les font réussir. Ce n'est plus moi. En revanche, moi, je peux travailler avec les enseignants et être à leur service au quotidien. Mais tu parles d'équipe, ça veut dire que tu réunis tous les professeurs de ton portefeuille d'une certaine manière. D'ailleurs, voilà, on a un inspecteur pour combien d'enseignants? Souvent, il y a ces chiffres où un enseignant sera très peu inspecté au cours de sa carrière, et donc ça augmente peut-être le niveau de stress et le poids de ce passage Ouais. en classe. Ouais. Essaie de nous faire comprendre en tout cas dans quelle mesure c'est un collectif en fait. Le professeur de tel lycée, il va aussi rencontrer le professeur de son autre lycée dans la même matière. Alors, je parle d'équipe. D'abord, équipe d'une discipline dans un établissement. C'est-à-dire que quand l'inspecteur vient en établissement, il peut, et le fait régulièrement, on réunit tous les enseignants d'une même discipline pour échanger sur les enjeux de la discipline, les actualités, pour transmettre un certain nombre d'informations et surtout pour avoir un retour du terrain des besoins, que ce soit des besoins de formation, les retours de terrain aussi sur les cohortes d'élèves, etc., etc. Donc c'est d'abord un travail auprès d'équipes au sein d'un établissement. Et puis on mène aussi
tout un travail d'ingénierie pédagogique où bien, l'objectif, c'est de monter des formations. Et là, on réunit des équipes enseignantes, là aussi, d'une discipline, mais pas que, pour bien se former sur ces gestes professionnels, se questionner, échanger entre pairs aussi. C'est une vraie force. Et là encore, on l'oublie assez souvent, mais un enseignant, il est seul dans sa classe, mais c'est pas un métier de solitude. C'est vraiment un métier où le travail d'équipe est extrêmement important et est une vraie richesse parce qu'on peut échanger avec les collègues sur une problématique d'un élève, sur un projet en particulier et ça, c'est très plaisant. Et puis, on peut aussi monter une équipe d'enseignants à nos côtés, aux côtés des inspecteurs, pour travailler sur un projet en particulier. Typiquement, moi, cette année, j'ai eu le plaisir, l'année dernière, pardon, en décembre 2024, j'ai eu le plaisir de convier plus de 700 enseignants économie-gestion de la série technologique dans le grand amphithéâtre en Sorbonne pour un séminaire autour de la discipline pour démontrer par la preuve que l'école peut faire réussir les élèves, quelles que soient leurs conditions de départ. Et pour mener ce projet, j'ai constitué une équipe d'enseignantes à mes côtés qui a travaillé avec moi pour ce type de projet. Je travaille sur un autre projet, là aussi, extrêmement enthousiasmant autour des compétences psychosociales et les ateliers d'écriture. On a un vrai sujet à l'école et pour nos élèves et nos jeunes, sur une forme de vulnérabilité dans le rapport à l'écrit, parce que une présence importante des écrans et des difficultés aussi sur les fondamentaux, clairement, en français, entre autres. Et nous avons mené un parcours de formation à destination d'enseignants avec ma collègue inspectrice, Madame Touiwi, où on mélange des enseignants éco-gestion de séries technologiques et de voies professionnelles pour les former aux compétences psychosociales, pour bénéficier d'ateliers d'écriture. Et on va finaliser le parcours sur un très bel événement avec nos partenaires, en particulier le Conseil économique, social et environnemental, le CESE, où on va pouvoir réunir plus de 400 élèves autour d'une dictée géante à deux mains. Et on va voilà, faire des binômes d'élèves plutôt de voie professionnelle avec des étudiants de BTS. Et l'idée, à travers tout ce parcours, c'est à la fois de travailler la confiance en soi, à la fois travailler les compétences sociales, comment est-ce qu'on va vers l'autre, comment est-ce qu'on échange avec un étudiant qui est un peu plus âgé, comment est-ce qu'on rentre en relation, comment on commence à créer finalement son réseau, et autour d'un exercice assez ludique, qui est la dictée géante, qui est animée par notre partenaire Rachid Santaki, pour finalement faire rayonner aussi ces jeunes, ces élèves. On a toutes ces missions-là dans le métier d'inspecteur. Et ça, encore une fois, c'est une coloration, moi, que j'ai dans mon métier. La gestion de projet, que j'avais avant en étant enseignante, et puis avant cela aussi dans mes parcours précédents. Il y a toutes ces missions-là qui font qu'on est sur du travail d'équipe, clairement. On avance de toute façon, toujours plus loin et plus vite quand on est bien accompagné. Et j'ai la chance d'être bien accompagnée à l'éducation nationale. Avec des bons relais sur le terrain en déconcentré. C'est si ça. on devait faire une comparaison centrale déconcentrée. Oui. Et alors, j'avais une deuxième question tout à l'heure quand je t'ai emmené sur l'anecdote et je pense que tu y as partiellement répondu. C'est les spécificités de ton territoire. Sur quelle zone géographique tu es, un petit peu comment ça fonctionne. Et donc, voilà, qu'est-ce qui s'y passe? Est-ce qu'il y a des nuances entre les territoires? Et comment tu vas, toi, y répondre? Alors moi, j'ai démarré en tant qu'inspectrice académique sur l'académie de Montpellier, avant de venir sur l'académie de Paris. Donc ce sont deux territoires très différents et le métier d'inspection est différent selon les académies. Typiquement, sur l'académie de Montpellier, il y a plusieurs départements, dont la Lozère, qui est le département le moins peuplé de France. Vous avez les Pyrénées-Orientales, donc des sujets éducatifs très différents selon les territoires, extrêmement intéressants, extrêmement grisants. Un petit peu différent d'une académie comme Paris où j'exerce aujourd'hui, qui est d'un point de vue territorial une petite académie, puisque l'académie à elle seule, c'est la ville de Paris. Là où vous avez des académies, encore une fois, beaucoup plus étendues. Je pense à l'Académie de Versailles. J'ai cité l'Académie de Montpellier, mais vous avez de nombreuses académies qui sont très étendues. Et ça, forcément, ça impacte votre métier, votre vision des enjeux éducatifs. L'Académie de Paris, c'est une académie avec beaucoup de contrastes et beaucoup de sujets autour du bien-être à l'école, autour de l'orientation, autour de l'égalité des chances aussi, évidemment, pour des publics comme ceux, moi, qui m'intéressent en particulier sur la filière économie-gestion, donc les bacheliers STMG, les BTS, encore une fois tertiaires. On a de nombreux BTS, donc des diplômes que l'on passe en 2 ans en établissement scolaire, en lycée, qui permettent ensuite d'intégrer une licence professionnelle, entre autres. Donc une vision du métier qui est très différente selon le territoire, clairement, avec des enjeux différents. Et
tout l'objectif d'un inspecteur, c'est de bien connaître et de bien maîtriser son territoire et de se fixer dans sa discipline, dans un cadre national et dans une feuille de route académique, ses propres objectifs, avec derrière des résultats, évidemment. Et alors, à t'entendre, est-ce que l'innovation a une place particulière? Est-ce que tu es libre, justement, dans tes missions? On parle de la liberté guidant le peuple, peut-être d'un point de vue usager, d'un point de vue élève. Est-ce que toi, tu peux mener, tu as une idée, tu as envie d'investir un sujet en particulier, t'y vas, ou alors c'est plutôt une liste de domaines prédéfinis, et puis à ce moment-là, tu fais ce qui te semble le mieux? Je pense que c'est une vraie force justement dans le métier de l'inspection, c'est d'avoir une forme de liberté dans, encore une fois, la feuille de route qu'on se fixe en tant que personnel d'encadrement. Évidemment, nous avons un cadre institutionnel, national et académique, mais une liberté ensuite dans l'interprétation et dans les projets que l'on veut mener. Et clairement, compte tenu de mon profil assez atypique dans ce corps qui est assez homogène des IAIPR, j'essaye d'incarner au quotidien l'audace, l'innovation, l'expérimentation. C'est ce que je mène avec les projets que j'ai évoqués jusqu'ici, qui sont des sujets, des projets qui sont de tout nouveaux et plutôt disruptifs même hein, au sein de l'éducation nationale. Et justement, le fait d'être cadre, c'est d'abord créer et construire son propre cadre de travail. C'est ce que ça signifie. Et au sein d'obligations que je porte évidemment, par exemple celle d'évaluer les enseignants, celle de piloter les examens, qui est une charge aussi importante dans le métier d'enseignant, eh bien, au-delà de ces obligations, je peux construire tout autour réellement ce que moi je souhaite. Et j'essaye finalement d'avoir une vision un peu out of the box du métier d'inspecteur, par exemple en créant une relation de proximité avec les enseignants, en menant des visioflash avec les enseignants pour apprendre à se connaître et avoir une relation un peu en one-one où on peut échanger sur divers sujets, notamment les gestes professionnels ou bien le développement de la carrière. Et enfin, j'ai une coquille vide qui est autre, où je propose des créneaux d'échange en visioflash avec moi sur un sujet qui est totalement inédit et que je vais découvrir lors de la visio avec l'enseignant. Donc il y a cette liberté qui est une vraie force au sein d'un cadre que l'on doit porter évidemment, parce qu'il y a un volet représentation de l'État qui est extrêmement important et que j'essaie d'incarner au quotidien, parce que j'y crois, je crois aux valeurs de l'école. Ces visio-flash, ça m'a vraiment perturbé. C'est-à-dire que tu indiques à tes enseignants, à ceux avec qui tu travailles, j'ai une après-midi, voilà, sur un doodle, vous vous renseignez si vous voulez prendre un rendez-vous avec moi C'est et d'évoquer un exactement le projet. principe. C'est exactement le principe, effectivement. Là où on pourrait considérer que le rapport avec l'enseignant, c'est exclusivement lors des réunions quand on va en établissement, ou bien lorsqu'on vient le visiter au fond de la classe pendant 1 heure pour une visite de carrière ou conseil ou autre, c'est de créer d'autres temps, d'autres espaces, et le distanciel nous le permet aujourd'hui, pour échanger de manière privilégiée sur les 3 sujets que j'ai évoqués, à savoir les gestes professionnels, le parcours, la carrière, et puis le autre aussi, évidemment, parce que je suis là pour accompagner les équipes sur le terrain. Tu parles des gestes professionnels, de quoi il s'agit. Voilà, c'est une terminologie qui a l'air d'être propre au métier d'enseignant. Oui, alors pas forcément uniquement pour les enseignants, mais effectivement, c'est un terme qui est important. Ce qu'il faut savoir, c'est que le métier d'enseignant, c'est un vrai métier. Et d'ailleurs, il existe un référentiel des compétences métiers de l'enseignant. Être enseignant, c'est pas uniquement allumer la lumière, allumer un projecteur et puis commencer à échanger avec des élèves. Il y a de vrais gestes professionnels sur la manière d'accueillir la parole, sur la manière de construire et de séquencer la séance sur le temps et l'espace, sur la capacité à créer des temps ritualisés en classe, sur la posture, sur la capacité à utiliser des outils comme le tableau blanc, à échanger avec les élèves, à construire des méthodes d'animation aussi pour mettre du rythme dans les séances, et surtout à prendre du temps pour expliciter tout ce que l'enseignant va dire, puisque l'enseignement explicite est une méthode efficace qui permet aux élèves de raccrocher, d'attraper les contenus et derrière de développer des compétences. Et donc, en tant que personnel d'encadrement, les inspecteurs accompagnent les enseignants
mais pas que, dans le développement de ces gestes professionnels, à travers à la fois la formation académique, mais aussi à travers d'autres temps forts qui peuvent être des temps d'analyse de pratiques professionnelles, où on peut faire un pas de côté sur ces gestes pour les nommer, les diagnostiquer et les faire évoluer en conséquence. D'accord, et tu parles des parcours aussi que tu échanges avec les enseignants. Alors moi, sur ton parcours, aujourd'hui, tu es vice-doyenne, donc peut-être nous expliquer de quoi il s'agit. Et aussi, dans 10 ans, où est-ce que tu te vois? Voilà, 2 questions sur ton parcours. Dans une académie, le doyen, la doyenne des inspecteurs, c'est une sorte d'interface entre le collège des inspecteurs et la hiérarchie, la direction d'une académie. Ce sont des fonctions à la fois de connexion, de création entre les personnels, ça c'est un premier point. C'est aussi une mission d'animation du réseau des inspecteurs. Typiquement, moi, depuis que j'ai démarré sur ces fonctions avec le doyen de l'Académie de Paris, Nicolas Jury. J'essaie d'être force de proposition, notamment pour organiser des collèges des inspecteurs qui ont du sens. On a travaillé sur l'égalité des chances, sur les questions vives à l'école, sur le bien-être et les compétences psychosociales. Donc il y a vraiment voilà, des événements comme ça que l'on prépare, que l'on propose à destination du Collège des inspecteurs. Et puis c'est aussi des fonctions de force de proposition, de réflexion. Donc c'est encore une fois une sorte de relais de communication vis-à-vis de la hiérarchie dans les deux sens finalement pour faire le lien. Donc voilà pour ce qui est des fonctions de doyen, de vice-doyennat que j'ai le plaisir d'exercer depuis la rentrée 2024 sur l'Académie de Paris. La deuxième question, elle est beaucoup plus complexe pour moi. C'est un sujet qui n'est pas simple au vu de mon histoire, hein, parce que la question de l'orientation, encore une fois, m'anime beaucoup. C'est à ce titre d'ailleurs qu'il y a quelques années, j'ai fait une immersion professionnelle de quelques jours au sein de l'ONICEP que j'ai beaucoup appréciée. Il y a un vrai sujet sur comment on apprend à s'orienter et d'ailleurs comment on apprend à s'orienter tout au long de la vie et comment on apprend à rêver aussi. D'ailleurs, c'est un terme qui est employé dans le référentiel des compétences à s'orienter pour le lycée, qui est publié par l'ONICEP. Comment on apprend à rêver, à se projeter et à s'orienter tout au long de la vie. C'est une question complexe pour moi parce que je ne sais pas sur quelle fonction ou métier je veux évoluer. Donc, je n'ai pas de terme ou de mots-clés à donner. En revanche, je sais quel impact j'ai envie d'avoir. Je sais que j'ai les compétences et j'ai fait mes preuves pour demain exercer un métier à haute responsabilité, donc sur un emploi fonctionnel. Ce sont des emplois qui sont sur nomination du gouvernement. Ils sont très nombreux à l'éducation nationale, hein. Vous pouvez être directeur de cabinet, vous pouvez être DAZEN, donc ce sont les directeurs académiques des services de l'éducation nationale, secrétaire général d'un rectorat, etc., etc., etc. Clairement, ce sont des métiers vers lesquels j'aimerais évoluer. Je pense qu'une difficulté aussi que l'on a, c'est qu'on ne connaît pas toute l'ampleur et ce que recoupent les emplois fonctionnels à l'éducation nationale ou ailleurs. Donc c'est vrai qu'en termes de lisibilité, moi je ne bénéficie pas d'un accompagnement RH particulier et la fois où j'ai appelé un conseiller RH pour lui parler du métier de DAZEN, donc directeur académique de service de l'éducation nationale, il ne savait pas ce que c'était. Donc c'est vrai que la difficulté, elle vient aussi du fait que peut-être j'ai besoin d'un accompagnement et d'une plus grande connaissance de ces métiers, même si nous, on travaille beaucoup au sein du réseau des pépites publiques, justement, pour aller chercher, éplucher les fiches de poste et savoir qu'est-ce qu'on attend derrière d'un directeur de cabinet, d'un DAZEN, d'une secrétaire générale, par exemple, etc. etc. Donc, moi, mon sujet, c'est dans quelle mesure est-ce que je peux avoir plus de place et plus d'espace pour avoir davantage de responsabilités et donc forcément impulser davantage des projets, une vision, une feuille de route sur un territoire et avoir de l'impact. Et ce sont ces métiers-là, ces emplois fonctionnels qui me permettront d'avoir davantage de responsabilités, d'avoir davantage d'espace pour mener ce que j'ai envie de mener. Après, il me reste un peu plus de 30 ans à travailler. Et donc, ça veut dire qu'il faut être capable de se projeter sur de très longues années, ce qui n'est pas simple. Mais je me garde le loisir aussi d'envisager de l'interministériel. Encore une fois, pour cette richesse qu'on a évoquée, d'aller-retour entre différentes activités, ça peut être aussi des options très intéressantes, clairement. Notamment le ministère de l'Intérieur ou le ministère des Armées, qui sont des ministères pour lesquels voilà, j'ai une appétence particulière. De l'interministérialité, ça veut dire que
toi, ton poste d'inspectrice, c'est un équivalent A+. C'est un équivalent A+. On est sur un poste A+. D'accord, donc tu pourrais te faire détacher dans le corps des administrateurs de l'État, par exemple, ok, pour avoir ces nouvelles fonctions, ces nouveaux champs, pour un peu se renouveler. Oui, D'accord. oui, il y a plein d'options. Sur ces emplois fonctionnels, ce sont des emplois équivalents administrateurs de l'État, en effet. Oui, oui, tout à fait. C'est assez drôle parce que c'est la première fois qu'un invité va plus loin que la question des 10 ans et vraiment réfléchit sur le long terme et donc sur cette pyramide un petit peu des fonctions et où forcément, au bout d'un moment, il faut savoir soit on attend, soit aussi on va sur d'autres missions, prendre de l'expérience, d'autres compétences et on revient pour potentiellement la promotion. Mais donc voilà, je me suis fait avoir mon propre jeu et on va pouvoir basculer sur la partie 3 maintenant pour vraiment accentuer sur la partie conseil, Oui, conseil sur les concours, mais aussi conseil sur la fonction publique, sur le management, sur toute ton expérience. volontiers. Sarah, partie 3 sur les conseils que tu peux donner aux auditeurs. Toujours la même première question, une situation où tu as été en difficulté et où tu aurais aimé avoir un conseil en amont pour pouvoir mieux gérer cette situation. Et donc un conseil que tu pourrais donner aux auditeurs. Je pense que j'ai beaucoup ressenti un peu ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. À la fois en tant que femme et puis, par rapport à tout ce que je peux incarner aussi dans mon profil et c'est vrai que ça a pu me mettre en difficulté sur certaines situations où je me disais: «Tiens, j'ai peut-être pas ma place», et cetera et c'est vrai que j'aurais aimé, avoir, le ou la mentor, qui pouvait, avoir le mot, le juste mot pour finalement, expliquer, et c'est ce que j'ai envie de dire à toutes celles et ceux qui nous écoutent, que, nous avons notre place et que nous sommes à notre juste place. Je pense que c'est important quand on intègre la fonction publique, d'y aller, en ayant confiance en soi, en étant serein parce qu'on y va pour de bonnes raisons qui sont celles du service, qui sont celles de l'impact auprès des usagers, auprès, de nos valeurs, hein, clairement. Donc quand on remet ce cadre-là, finalement, on est assez serein et assez, confiant en soi parce qu'on sait pourquoi est-ce qu'on est là. Donc c'est vraiment ce mot, ce conseil, que j'aimerais donner à toutes celles et ceux, qui travaillent dans la fonction publique ou qui souhaitent intégrer la fonction publique. Vous y aurez forcément, votre place, quelles que soient vos conditions de départ, quel que soit votre parcours antérieur, vous aurez votre place et vous serez, capable et légitime de servir. Et c'est ce que tu poursuis aussi avec les pépites publiques, à la fois d'être la mentor, d'avoir cette communauté de mentors pour les personnes qui y adhèrent, et voilà, pour combler un petit peu cette problématique qui s'est posée plusieurs fois, je suppose. Oui, c'est ça, c'est-à-dire, dans quelle mesure est-ce qu'on peut être accompagné, aussi, sur, bah, ce qu'on incarne, ce qu'on est, ses valeurs et être aligné avec soi-même, c'est pas simple. Ça l'est encore moins, pour les femmes, clairement et on essaye d'accompagner, les pépites publiques effectivement, sur tous ces sujets-là, ces enjeux pour se sentir très à l'aise avec, ce qu'ils et elles sont et continuer leur parcours dans la fonction publique, de très beaux parcours de réussite. Et alors sur ces parcours de réussite, notamment l'enseignement, donc enseignement, inspecteur, personnel de direction, donc c'est quelque chose qui n'a pas forcément été beaucoup abordé sur le podcast Ambition Publique, qui est plutôt, on va dire, sur attaché et sur les métiers environnants, mais voilà, on profite de cette capsule pour pouvoir explorer ces concours-là. Un ou deux conseils sur la forme, sur le fond, sur ces concours, sur cette typologie particulière de concours. Oui, alors sur le concours, des personnels enseignants, peut-être un conseil, c'est, celui de prendre le temps de se questionner sur, les raisons qui nous poussent à devenir enseignants, d'une part et sur, la manière dont on veut incarner le métier. Prendre le temps de, visualiser, encore une fois, la manière dont on veut être enseignant. Il faut vraiment avoir en tête qu'un enseignant ne ressemble pas à un autre enseignant et ce qui va ressortir finalement, de votre rédaction, mais surtout des épreuves d'admission, qui sont les épreuves orales, hein, c'est, votre identité personnelle, professionnelle et comment est-ce que ça va être incarné au quotidien auprès d'un jeune public. Donc vraiment prendre le temps de se questionner, par rapport à ça, ce sera une force qui va vous distinguer, à l'oral, devant le jury. Concernant les concours plutôt de personnel de direction ou, d'encadrement de type inspection, pour l'éducation nationale entre autres,
Peut-être le conseil, ce serait là encore de réfléchir, sur soi et c'est une vraie compétence, hein, que de savoir, que de se connaître, connaître ses forces, ses limites, de prendre le temps de travailler ça, et de pas hésiter à solliciter des coachs, hein. Pour ça, on en a nous au sein du réseau des pépites publiques, parce que, un des sujets, majeurs, c'est la manière dont on incarne le leadership, le management et la manière dont on passe personnel, notamment d'enseignants, à personnel d'encadrement. Il y a vraiment quelque chose qui se joue dans la posture institutionnelle, dans la représentation et qui, se voit et se perçoit très facilement pour un jury expert lors des épreuves d'admission, lors de l'oral. Et donc encore une fois, ne pas hésiter à être accompagné sur ces, compétences qui sont un peu des compétences psychosociales. Il y a le volet préparation concours, préparation des épreuves écrites, compétences techniques, mais prenez du temps aussi pour c'est cette compétence-là un peu plus cognitive, personnelle, de savoir se connaître, clairement. Cette question de la stature, de l'éthos, de ce pourquoi on passe le concours, si on veut devenir inspecteur, il faut vraiment avoir une idée très précise, une idée forte de ce que ça représente, et donc d'arriver le jour du grand oral, mais même dès le stade des épreuves écrites, du dossier, etc., à se positionner dans ce futur proche différent, mais de montrer quand même ses forces. Oui, D'accord. clairement, c'est exactement ça qui est important, qui va vous distinguer des autres candidats, clairement, et puis qui va vous donner une coloration forte dans votre métier sur les années à venir. Et c'est ce type de profil que l'on recherche aujourd'hui. On veut des gens qui ont une propre identité, une propre histoire et qui vont incarner ça au quotidien dans les fonctions. Donc vraiment, c'est le conseil que je pourrais donner. Super. Et alors, une question aussi que j'aime bien poser, le conseil de lecture, un livre peut-être qui t'a marqué personnellement, professionnellement, vraiment t'as livre blanc. Tu peux faire ce que tu veux. Alors, j'aurais beaucoup de livres à suggérer, clairement. Mais il y a un livre qui m'a marqué et qui m'a beaucoup touchée, à la fois à titre personnel et à la fois à titre professionnel. C'est un livre qui est enfin, un collectif d'écrits qui est sous la direction de Benoît Falaise. Benoît Falaise, qui est inspecteur général de l'enseignement supérieur et de la recherche, IGESR, entre autres choses, qui s'appelle Territoire vivant de la République et que je vous conseille, si c'est un ouvrage que vous ne connaissez pas, allez acheter ce bouquin, Les Territoires vivants de la République. C'est une somme de textes écrits par des professionnels, des agents, y compris de l'éducation nationale, tout corps de métier confondu en intercatégoriel, pardon, qui font la preuve que tous les territoires en France, dans notre République, sont des territoires vivants, force de proposition, force d'innovation au service de la réussite de toutes et tous, au service du vivre ensemble en France. Est-ce que ça entre en écho au livre Territoire perdu de la République? Alors il y a effectivement une articulation par rapport à ce sujet-là. Effectivement, il y a un lien, mais que je vous laisserai découvrir dans l'ouvrage. Ok, bah Foncez. tu m'as donné envie d'aller lire, forcément. Moi qui ai une approche aussi territoire de Charente-Maritime et toutes ces différences, ou comment on valorise un petit peu ça, compte sur moi, j'irai le lire. On arrive à la fin de ce podcast vidéo. Est-ce que tu as un dernier mot, une dernière indication à donner? Le dernier mot, peut-être, revenir à ce que c'est que, servir, quand on passe les concours, mais quand on est agent public aussi. C'est pas inintéressant de revenir un petit peu à cette notion-là. Qu'est-ce que c'est que le service et qu'est-ce que c'est que le service public? C'est important parce que, derrière tous les agents, publics et en particulier à l'éducation nationale, hein, qui est le premier employeur public aujourd'hui, en France, se raccrocher à cet ancrage. Pourquoi est-ce qu'on est là? Qu'est-ce que c'est que le service? Ça redonne de l'énergie, ça redonne du sens pour des agents qui, se traversent un métier complexe dans un environnement, national, d'incertitude. Si vous êtes dans cette situation, revenez vraiment à ce premier sens et vous y trouverez beaucoup, beaucoup d'énergie et c'est tout ce que je vous souhaite. Super. Merci beaucoup, Sarah. Merci pour ton temps. Merci beaucoup à toi. Et puis, bah, bien sûr, j'invite tous les auditeurs à aller découvrir cette vidéo, les autres vidéos, les autres podcasts sur le domaine de l'enseignement. On a Florent Buisson, par exemple, sur l'adjoint gestionnaire en établissement scolaire, d'autres profils attachés, d'autres profils administrateurs.
Voilà, d'aller découvrir tout ça et de vous faire une idée un petit peu plus de ce que c'est que le service public, de comment on sert, que ce soit dans l'enseignement ou dans les autres domaines. À bientôt.